Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des attentats suicides se multiplient à l'extrême nord du Cameroun en plein mois du jeûne du Ramadan. 6 personnes ont été arrachées à la vie ce soir alors qu'elles s'apprêtaient à rompre le jeûne du Ramadan. Un attentat suicide perpétré non loin de la résidence du vice-premier ministre Amadou Ali à Kolofata. Pendant ce temps, ça chauffe dans les chaumières. L'Assemblée nationale est en pleine ébullition depuis ce matin après le retour du virulent député Joseph Wirba. Ses critiques acerbes à l'encontre du gouvernement et ses missives verbales ont suscité un tollé de réactions à la chambre basse du Parlement. Les champions d'Afrique peuvent-ils rebondir durant la Coupe des Confédérations Russie 2017? À la veille du match contre l'Australie, l'entraîneur des Lions indomptables reconnaît que le niveau de cette compétition est supérieur à celui de la CAN. Cependant, Hugo Bross et ses poulains promettent d'éviter le ridicule. Il s'exprime au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, l'escale internationale. Le procureur de la Cour pénale internationale et ses collaborateurs sont déjà dans les murs du Gabon pour mener des enquêtes sur des crimes commis durant les violences post-électorales au Gabon. Une descente qui fait suite à 2 plaintes déposées par les 2 camps, Mbongo et Ping, à la suite et au lendemain des élections présidentielles. Reportage Éric Martial Ndiomo. Se faire une meilleure idée de la situation, voilà l'objectif de la mission des 3 analystes de la Cour pénale internationale au Gabon. Les camps Ali Bongo, Dimba et Jean Ping s'accusent mutuellement de crimes contre l'humanité et de génocide dans la crise post-électorale de septembre 2016 qui avait fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Le camp présidentiel avait en premier déposé sa plainte auprès de la Cour pénale internationale au lendemain des violences, accablant Jean Ping et les siens d'avoir monté des plans pour attiser la haine et provoquer les violences. Plus encore, dans sa plainte, le camp Ali Bongo Dimba avait évoqué des armes découvertes au quartier général de campagne de Jean Ping. Le vainqueur de la dernière présidentielle gabonaise avait ajouté au dossier certaines déclarations incendiaires de Jean Ping, notamment celle dans laquelle il a fait savoir, durant la campagne électorale, qu'aller à la guerre est une expédition pour se débarrasser des cafards. Jean Ping, quant à lui, avait déposé sa plainte près de 3 mois après le scrutin. Le contenu est resté jusqu'ici confidentiel, mais certaines indiscrétions font savoir qu'elle contient des éléments accablants contre le régime de Libreville. Jusqu'au 22 juin, les 3 analystes de la CPI collecteront des éléments dans le cadre de cet examen préliminaire. Je vous le disais en titre, le virulent député SDF Joseph Wirba vient de faire sa réapparition à l'Assemblée nationale. Introuvable depuis 6 mois, l'un des acteurs de la crise anglophone est monté au créneau pour lancer des missives verbales à l'encontre du gouvernement. Ces critiques acerbes contre les pouvoirs publics ont suscité un tollé de réactions sur le président de l'Assemblée nationale. Nos reporters Joël Essengue et Guy Zogo n'ont rien manqué de cet affrontement verbal à l'Assemblée nationale. Reportage. C'est la vedette du jour à l'Assemblée nationale. Joseph Wirba, le député SDF du Mboui dans le nord-ouest, qui avait disparu de la circulation depuis 6 mois, a totalement éclipsé l'examen du projet de loi relatif à la réorganisation du Conseil économique et social. Wirba is back, a-t-il lancé à l'hémicycle une fois au pupitre lorsqu'il a pris la parole, après avoir suivi les débats avec une moue dubitative. Plutôt amer, il s'est adressé à Kavaï et Guedjibril au sujet de la protection qu'il espérait de lui et qu'il n'a jamais eue. Revenant sur sa fuite, il a expliqué avoir passé plus de 3 mois dans la brousse et a ajouté que ceux qui ont exprimé le désir de l'interpeller peuvent maintenant le faire, puisqu'il est de retour. I am back to continue the struggle for the people of West Cameroon that we started. Nothing stops us, and I believe that any country that has to build its future must know its past. And the past is that we were 2 different peoples who came together.
And if our brothers of East Cameroon choose to enslave us, we have a right to say no. It is a right. It's not even something we are begging for. So we're simply saying no, it cannot go on. Somebody has to stand up and say no to this. So I'm back to continue from where I stopped. En fin de compte, Joseph Wirba a expliqué qu'il est revenu pour être avec les siens afin de poursuivre le combat pour la dignité des anglophones au Cameroun. Il a balayé la question d'une arrestation en faisant remarquer que si c'est le prix à payer, il faudrait bien y passer. C'est en janvier dernier que Joseph Wirba avait choisi le chemin de la clandestinité au moment où la vague d'arrestations s'était abattue sur le consortium après l'échec des négociations entre celui-ci et le gouvernement. Restons à l'Assemblée nationale où la Commission de défense nationale et de sécurité a examiné un projet de loi portant répression des infractions relatives à la sûreté de l'aviation civile, un projet de loi qui permettra au Cameroun de renforcer son arsenal juridique. Reportage, Marcelin Gansop. C'est un projet de loi qui pèse juste 18 articles, mais qui réprime sévèrement les atteintes à la sûreté de l'aviation civile. Des atteintes qui prennent la forme des menaces à la sécurité des personnes et des biens. Ainsi, est puni par exemple de la peine de mort celui qui utilise ou tente d'utiliser un aéronef en service afin de causer la mort des personnes au sol ou en vol. L'emprisonnement à vie est requis pour quiconque capture ou tente de capturer illicitement un aéronef au sol ou en vol. Celui qui endommage ou tente d'endommager, même partiellement, un aéronef en service, un aérodrome ou une installation de navigation aérienne. La même peine est appliquée contre celui qui fait une prise d'otage ou tente de prendre autrui en otage à bord d'un aéronef ou sur un aérodrome. La loi en examen au Parlement s'attaque également à celui qui, se trouvant dans un aéroport, abandonne un bagage avec ou sans étiquette d'enregistrement. Celui qui, après avoir fait enregistrer un bagage à la soute, l'introduit sans autorisation à l'intérieur de l'aéronef. Ou encore, celui qui refuse de récupérer un bagage lui appartenant sans motif. Les membres de l'équipage d'un aéronef ne sont également pas à l'abri des poursuites. Ainsi, celui qui refuse de soumettre son appareil au contrôle de sûreté encourt jusqu'à 10 ans de prison. L'article 16 de la loi en examen précise que l'action publique ainsi que les peines prononcées à l'encontre des coupables d'infractions sont imprescriptibles. Avec ce projet de loi, le Cameroun renforce son arsenal juridique dans l'environnement actuel, marqué de plus en plus par des actes de criminalité portant atteinte à la sûreté de l'aviation civile. Certes, le Cameroun n'est pas principalement une victime, mais prévenir vaut mieux que guérir. Pourquoi la croissance économique demeure faible et peu inclusive au Cameroun? Des analystes financiers et experts en développement pointent du doigt le manque de rigueur dans la sélection des projets structurants. Ils critiquent la conduite approximative des 10 projets qui n'ont pas d'impact réel sur le quotidien des populations. Un diagnostic établi lors d'une conférence qui s'est tenue à Yaoundé. Joël Essengue et Ike Cyril. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. La rencontre sur la problématique du partenariat entre les douanes et les entreprises camerounaises s'est déroulée dans le cadre de la perspective de mise en œuvre de l'accord de partenariat économique. Des entreprises qui continuent de se plaindre de la pression fiscale et douanière relative à la baisse des droits à la douane pour les produits importés d'origine européenne. Innocent Abega et Étienne Pascal Azégué. Au terme de 2 jours de concertation entre douaniers et responsables d'entreprises sur les défis, les contraintes et les perspectives de leur partenariat, dans la mise en place de l'accord de partenariat économique, 6 axes majeurs ont été identifiés pour apporter une réponse adaptée aux enjeux de l'arrimage de l'économie du Cameroun à l'économie mondiale. Il est question pour l'instrument de mobilisation des recettes de l'État et de régulation des échanges qu'est la douane, de rationaliser les exonérations accordées en vue de la dépense fiscale. L'autre défi sera de maîtriser le calendrier tarifaire ainsi que la liste consacrant l'exclusion de 20% des produits fabriqués localement dont l'ouverture à l'APE constitue un réel danger pour les entreprises concernées.
Je voudrais vous rappeler aujourd'hui qu'un certain nombre de produits que vous voyez là dehors, manufacturés, sont composés d'éléments, de pièces, d'intrants qui viennent du monde entier. Donc vous pouvez avoir une voiture, une montre qui est marquée fabriquée en France, alors que l'essentiel des pièces qui composent la montre ne viennent pas de la France. Ça appelle donc la douane camerounaise à être vigilante, parce que nous ne voulons pas, et ça répond à la question des PME, nous ne voulons pas subir une concurrence déloyale due à des gens qui essaient de profiter de l'accord alors qu'en réalité ils ne bénéficient pas. Il a été arrêté côté douane de renforcer également le contrôle sur l'origine des marchandises ainsi que la constitution d'une banque de données dédiée en vue de lutter contre la contrebande et la contrefaçon. Les accords de partenariat économique tels qu'ils existent actuellement sont surtout encore axés dans la dimension, le volet commercial, le volet développement qui englobe donc toutes ces questions d'accompagnement, notamment des PME, n'a pas encore abouti et n'est pas encore appliqué. Le seul hic de ces forums d'échange a été l'absence constatée des véritables chefs d'entreprise et même des ministres de tutelle que sont celui des finances et celui de l'économie qui se sont tous fait représenter lors de ce forum d'échange à Douala. À 1 an de la fin de son mandat, le sénateur Pierre Flambon-Gayap se positionne déjà pour les prochaines échéances électorales. Il vient de dresser le bilan de ses activités parlementaires en évoquant les batailles menées pour l'amélioration de la gestion de la vie publique. Et ces 4 ans passés au Sénat sont teintés de zones d'ombre selon des analystes politiques. Reportage Guizogo. 4 ans au Sénat, on en tire forcément un bilan. C'est ce que vient de faire Pierre Flambon-Gayap de l'UMBP. J'ai la prétention de penser que j'ai été présent et actif pendant ce mandat sur les 3 chantiers principaux du sénateur. Je pense avoir laissé des traces. Au niveau de la législation, j'ai participé à la confection des lois en introduisant des amendements importants qui ont été pour certains retenus, alors qu'il est difficile de retenir des amendements quand le gouvernement n'est pas d'accord. Au niveau du contrôle politique du gouvernement, c'est un record d'avoir posé 80 questions en 4 ans, ce qui fait une moyenne de 20 questions par an, environ 7 questions par session. Cet exercice, qui s'est voulu original dans son déroulé, n'en comportait pas moins des risques, à l'instar de cet échange avec les journalistes, où le sénateur a paru parfois bien embarrassé sur le sort des autres membres de son parti d'origine, la Convention libérale, l'Alliance UNDP-RDPC ou encore sur l'utilité du Sénat. Entre les notes musicales suaves du groupe Makaz et les têtes couronnées du sérail camerounais, Pierre Flambon-Gayap a mis sur la table, à cette occasion, un ouvrage fruit de son passage au Sénat, le droit parlementaire au Cameroun. Il en résulte que le droit parlementaire au Cameroun est un droit normal et même libéral, selon Pierre Flambon-Gayap. Sénateur nommé, Pierre Flambon-Gayap ne dit pas avec exactitude s'il en a fini avec cette institution après ce mandat. Il n'est donc pas exclu de le voir rempilé prochainement. Des attentats suicides qui se multiplient à l'extrême nord en plein mois du jeûne du Ramadan. 6 personnes ont été arrachées à la vie à la suite d'un attentat suicide perpétré en début de soirée, non loin de la résidence du vice-premier ministre Amadou Ali à Kolofata. Nous y reviendrons. Une autre découverte macabre qui défraie la chronique, cette fois-ci dans l'arrondissement de Loum. Le corps d'une femme chassée de son foyer conjugal a été retrouvé justement inerte après un week-end de pluie diluvienne. Des spéculations vont bon train sur les circonstances du décès de cette femme. Reportage Jacques Molon et Julienne Berthe-Bissaye. Après les pluies diluviennes qui se sont abattues le week-end dernier sur la ville de Loum, le corps d'une femme toute nue a été retrouvé par les populations. Maman du quartier prénommée Agathe, avec qui on a passé plus d'une vingtaine d'années. Hier, autour de 17 h, elle nous a traversé au niveau de notre petit carrefour et elle allait vers la mairie. Au niveau de la mairie se trouvent les caniveaux. Elle a choisi délibérément un moment d'ancrer dans ces caniveaux pour se reposer. Il semblerait alors que les fortes pluies de la nuit auront surpris là-bas et comme le torrent part de près de 2 km pour traverser par là,
ces torrents l'auront entraîné et ont conduit à la mort. Selon le voisinage, la nommée Agathe, sexagénaire, était sans domicile fixe après son expulsion de la maison que lui avait laissé son défunt mari. À l'époque, elle était chez son mari légitime. Il y a eu divorce, elle est venue trouver un autre homme, auquel cet homme-là aussi est décédé et lui laissé dans la maison. À la longue maintenant, la famille de l'homme est venue donc vendre la maison et lui donner une partie d'argent d'aller chercher la location ailleurs et vivre. Elle s'est retrouvée dans la rue, elle n'avait plus où aller. Tous les jours, elle était assise sur la pluie, sur le soleil. Elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas de l'eau. Les autorités de Loum sont descendues sur les lieux pour élucider les circonstances troubles de ce décès. Quant à la dépouille d'Agathe, elle a été transportée à la morgue de l'hôpital de cette localité. Les fins limiers de la gendarmerie ont interpellé un gang de présumés malfrats et receleurs après une investigation et des enquêtes menées dans le 3e arrondissement de Douala. Vous le voyez en image, ils utilisaient des uniformes du BIR, pinces Monseigneur, pistolets automatiques, téléviseurs, écrans plasma qui ont été saisis lors de leur interpellation. Ce sont les effets retrouvés dans la cache des malfrats qui utilisaient justement des uniformes des forces militaires au Cameroun pour pouvoir commettre le sale besogne. Mais parmi eux, l'un de ces présumés malfrats clame son innocence. Il dit avoir été interpellé alors qu'il venait à peine de revenir, d'être installé au Cameroun après un séjour passé à Dubaï. Cependant, le commandant de cette compagnie de gendarmerie évoque le fait que des receleurs se trouvent également parmi ces malfrats. Ils, bien sûr, utilisaient des subterfuges pour pouvoir agresser leurs différentes victimes. Je vous propose à présent d'écouter le commandant Lewat de la compagnie de gendarmerie de Douala. Depuis un certain temps, la zone de Douala-Bassa, dans la ville de Douala, a connu une hausse assez sérieuse des actes de grand banditisme. Certains malfrats utilisaient des tenues militaires pour perpétrer leurs sales besoins. Nous avons été saisis maintes fois. Et il y a quelques jours, un citoyen dans la zone de Yassan-Polbo a été victime d'un cas de braquage par des malfrats au nombre de 4, au cours de laquelle ils ont emporté bon nombre d'objets. Aussitôt saisis, nous avons lancé des opérations de recherche et dans la nuit de vendredi à samedi, nous avons pu interpeller les 3 premiers membres du gang. L'exploitation permettra aussi entre samedi et hier mardi, dans la nuit, d'interpeller tous les receleurs. Vous venez de suivre le commandant Patrice Lewat de la compagnie de gendarmerie de Ndokbong dans le 5e arrondissement de Douala. Tous les Camerounais n'ont pas le cœur à la fête de la musique. Des critiques d'art dénoncent la prolifération des chansons et clips vidéo obscènes et perverses au Cameroun. Des puristes appellent les pouvoirs publics, mais aussi les artistes musiciens à faire un sursaut qualitatif dans les textes et les messages véhiculés dans les différentes chansons. Mais des mélomanes estiment que cela reflète le vrai visage de la société camerounaise. Farel Bounia et Julingue Nyondé. Le recours à la censure dans le secteur de l'industrie musicale, plus que jamais souhaité par les critiques d'art au Cameroun. Ces derniers s'offusquent contre les textes obscènes, clips tendancieux, devenus une identité remarquable pour bon nombre d'artistes camerounais. Le 21 juin, consacré à la célébration de la fête de la musique, les critiques d'art durcissent le ton. Ces derniers affirment qu'il est temps que l'État prenne les choses en main pour toiletter les contenus musicaux. L'État peut prendre d'autres mesures. La première mesure, à mon avis, c'est de dire, par exemple, que, écoutez, on ne veut plus des musiques qui, dont les textes ne répondent pas à la morale générale. Alors il faut passer à la censure, c'est-à-dire qu'en fait, une société qui ne punit pas va avoir toujours des problèmes. Donc il faut des sanctions. Malheureusement, rien n'est fait pour permettre à ce que cette dérive s'arrête. Conscient que l'État à lui seul ne saurait mener ce combat sans le soutien de la communauté, les critiques d'art
précise que même dans les familles, la pratique des bonnes mœurs et une sensibilisation sur la morale permettraient de limiter les déviances observées. Que l'école continue à faire son travail. Quand je dis l'école, c'est-à-dire au niveau de nos lycées et collèges, que les fêtes de fin d'année ne soient pas seulement des occasions où les parents laissent que les maîtresses donnent des exemples de coups de rein qu'on voit à la télé. Il faut aussi que les parents fassent leur travail. La bonne musique répond à plusieurs critères, précisent les experts d'art musical. La bonne musique, c'est une musique qui peut répondre à plusieurs critères. Un beau texte. Et un beau texte, que vous le vouliez ou pas, apporte toujours de beaux sons. Le deuxième critère, c'est au niveau de la manière dont les mélodies sont composées. Ce genre d'artiste qui provoque et qui, à tout prix, veut se faire voir, n'a pas quelque chose dans sa besace. Et vous allez voir que c'est des carrières qui sont écourtées. Des observations qui, à la faveur de la fête de la musique, donnent à réfléchir sur les contenus de nos productions artistiques. Un temple de Dieu assiégé de toutes parts. Ce mardi matin, un esprit de révolte et de rébellion a animé des contestataires venus perturber la pastorale évangélique à la paroisse du Centenaire à Douala. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre et autorités administratives pour calmer ces démons de la division qui persistent au sein de l'église évangélique du Cameroun. Farel Bounia et Donald Brice, Kamgan. Un vibrant appel au rassemblement en ces moments de crise. C'est la signification du choix de la paroisse du Centenaire pour abriter cette pastorale spéciale sur la paix et l'unité de l'Église, explique la nouvelle équipe dirigeante de l'Église évangélique du Cameroun. L'Église évangélique du Cameroun et le bureau actuel n'excluent aucun de ses enfants. Nous avons tendu la main à tous à travers le conseil général qui a eu lieu ici même au temple le 10 mai dernier. Une main tendue que ceux qui contestent le nouveau management de l'EOC issu du synode électif de Ngaoundéré refusent de serrer. Constitués autour de la communauté Sawa, ils étaient près d'une centaine à investir le site de la pastorale, pancarte à main et faisant savoir à coups de chant de discorde leur refus de faire allégeance au nouveau top management dirigé par le révérend Samuel Njetoya. Le groupe de contestataires fidèles au pasteur Richard Priso-Mongolais dénonce une violation des textes de l'Église en vertu desquels la présidence de l'Église évangélique du Cameroun obéit à une rotation sociologique. Moi je suis né dans cette église et je connais l'esprit des textes. Même s'ils le contournent, ils le taillent à leur mesure, je connais l'esprit des textes. On parle des groupes sociologiques et ces groupes sociologiques, ils ne les déterminent pas. Mais à notre connaissance, on sait que c'est les Bamou, les Baniéké et les Douala. Afin d'éviter un grabuge entre les camps, la police et la gendarmerie sont intervenus pour contenir les manifestants. Jean-Marc Ekwambaga, le sous-préfet de Douala 1er, va également demander aux dissidents de libérer les lieux pour permettre un déroulement serein des travaux. Des travaux qui réunissent 20 des 22 présidents des régions synodales que compte l'Église évangélique du Cameroun, soit près de 500 pasteurs venus des 4 coins du Cameroun. Les 2 présidents synodaux absents sont Richard Priso-Mongolais, du centre-sud de Ekwo et Sédou, du Vouri Nord et Sud-Ouest, bien qu'ayant été invités à la rencontre. Les champions d'Afrique peuvent-ils rebondir durant la Coupe des Confédérations Russie 2017 après la défaite face au Chili? Les poulains de Hugo Bros ont effectué des séances d'entraînement assez intenses pour préparer le match face à l'Australie prévu demain du côté de Saint-Pétersbourg. On fait le point avec Gladys Sidji dans ce reportage. La rencontre Cameroun-Australie est attendue de manière sereine dans la tanière des Lions indomptables. Ils ont rapidement tourné la page de leur première sortie en Coupe des Confédérations face au Chili. Ils ont eu le temps d'affûter leurs armes pour affronter l'Australie pour la 2e journée du groupe B. Partis de Moscou pour Saint-Pétersbourg, les champions d'Afrique se sont rapidement remis au travail lundi soir au cours d'une séance d'entraînement essentiellement consacrée au décrassage pour ceux qui ont joué contre le Chili et au travail tactique pour les remplaçants.
Journée bien chargée ce mercredi pour les Lions indomptables. Après la promenade, Sébastien Siani et Hugo Bros étaient face à la presse. Je pense qu'il y a une grande différence entre les deux tournois. La CAN au Gabon, c'était surtout le football africain. Ici, vous jouez contre les champions des continents différents, différentes façons de jouer. Donc pour nous, pour notre équipe, c'est une très grande expérience. On a une jeune équipe. Et j'ai toujours dit savoir participer à ce tournoi, c'est déjà une très bonne chose pour nous. Ça va nous donner beaucoup d'expérience. Le sélectionneur belge a conscience que son équipe va jouer un match du kit ou double contre l'Australie. Le champion du continent asiatique n'a pas aussi droit à une défaite après son premier match perdu contre l'Allemagne. Sébastien Siani et ses coéquipiers ont eu le temps d'étudier la qualité de jeu de leur adversaire. L'Australie est une équipe à prendre très au sérieux. Les matchs se suivent, ne se ressemblent pas. Parfois, l'équipe prétendue la plus faible peut être la plus difficile à jouer, ça on le sait déjà. Donc on ne les prend pas de haut comme peut-être certains peuvent le croire. Un match se joue sur le terrain, 90 minutes, et après c'est juste le meilleur qui gagne. Donc on les prend vraiment au sérieux. On sait très bien que ça va être dur parce qu'eux aussi ils espèrent faire un bon résultat. Maintenant, c'est à nous de tirer notre épingle du jeu. En attendant ce match décisif du groupe B, la sérénité règne dans la tanière. C'est la première fois que le Cameroun et l'Australie se rencontrent. Justement, Hugo Bros et ses poulains promettent d'éviter d'être ridicules durant cette compétition internationale. Ils s'exprimaient ainsi lors de la conférence de presse d'avant-match. À cet effet, je vous propose d'écouter le sélectionneur des Lions indomptables et Sébastien Siani, l'un des Lions indomptables qui est engagé dans cette compétition internationale. J'espère naturellement aussi de passer le premier tour, mais de l'autre côté, si on peut faire, si on peut montrer le même esprit, la même façon de jouer les matchs comme on l'a fait contre le Chili et on n'est pas qualifié pour la demi-finale, je ne serai pas déçu. Je me suis énervé déjà 2 fois. Premièrement à Moscou, où on est arrivé 1 heure trop tard au stade pour s'entraîner à cause du trafic. Et hier, on a eu la même chose. Premièrement, le bus était 3/4 d'heure trop tard à l'hôtel. Et après, on était encore dans l'embouteillage ici à Saint-Pétersbourg. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas notre faute. Et je pense que l'organisation doit un peu revoir comment on déplace les équipes de l'hôtel au stade. Encore une fois, je me suis fort énervé parce que tu veux s'entraîner à telle heure, tu as un certain programme, et combien aussi, tu arrives à l'hôtel, tu dois encore commencer à manger à 10 heures le soir. Donc, ce n'est pas du tout agréable. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'on doit revoir un petit peu comment on va faire les déplacements, et surtout pour la Coupe du Monde l'année prochaine, comment on va déplacer les équipes de l'hôtel au stade d'entraînement et au stade où ils vont jouer. On a eu un peu un aperçu de l'équipe australienne. On sait très bien que c'est fort physique, ils sont en grande taille. Maintenant, on va encore essayer de peaufiner les derniers détails pour le match. Le coach est là pour ça et nous, on est prêts à exécuter tous ces plans et on verra ça sur le terrain. Des publi-reportages dans ce journal, la problématique de la responsabilité sociale d'entreprise était au cœur des échanges entre différents chefs d'entreprise au cours d'une rencontre qui s'est tenue et qui est organisée par le cabinet Vivendi à Douala. Reportage. Le dispositif d'accueil annonce l'entrée en scène de la 14e édition du Business Forum International. L'événement, organisé par Vivendi Consulting Salle, est placé sous le thème « La contribution de la RSE sur la performance de l'entreprise » se propose de renforcer les capacités des acteurs qui implémentent au quotidien les problématiques RSE au sein de leurs entreprises. La particularité de cette 14e édition, c'est que c'est une édition qui se veut plus pratique que l'autre. Dans la mesure où nous abordons des problématiques plus actuelles, plus pratiques, à l'instar de celles abordées aujourd'hui, celle de la RSE. Pour atteindre cet objectif,
Le cabinet Vivendi a fait appel à un panel d'experts chargé de présenter aux participants les différentes déclinaisons de la RSE. Les exposés portant respectivement sur l'historique et origine de la RSE, les enjeux sociaux et économiques de la démarche RSE au sein d'une entreprise et le rôle social de l'entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes externes vont retenir l'attention des participants. La foire aux questions qui va suivre sera l'occasion pour les exposants de répondre aux multiples préoccupations des forumistes qui vont interroger la relation entre les actions philanthropiques de l'entreprise et la RSE. La RSE, c'est d'abord votre cœur d'activité. D'abord, est-ce que vous respectez tout ce qui est lié au cœur de votre activité? Et puis maintenant, oui, on peut offrir des cartables, oui, on peut faire des puits. Et encore une fois, même quand on va faire des puits, offrir des cartables, ça va répondre dans une logique des attentes des parties prenantes. La responsabilité sociétale de l'entreprise, selon les experts, repose aussi sur 3 parties essentielles. La RSE, c'est, comme je l'ai dit, une grille de lecture. Nous devons lire le monde d'une façon nouvelle, en tenant compte des différents risques qui sont environnementaux, sociaux, adresser systématiquement chaque risque afin de lui apporter la réponse la plus appropriée, mais c'est enfin une vision qui nous permet de voir le monde, de nous projeter d'une façon nouvelle afin de pouvoir construire quelque chose de durable. C'est pour cela que la RSE va finalement aboutir à l'excellence opérationnelle, mais également à l'économie de la connaissance qui va entraîner le biomimétisme et le respect de la nature. Les participants satisfaits de la qualité des échanges ne manqueront pas aussi d'encourager l'initiative du cabinet Vivendi. J'encouragerai les différents chefs d'entreprise à respecter les normes de la RSE parce que c'est une façon déjà de protéger leur investissement et en plus aussi d'encourager et améliorer la qualité de production de leurs entreprises. C'est vraiment très intéressant pour commencer parce que ça m'instruit à beaucoup de choses. Déjà la gestion en ce qui concerne les employés, la protection de l'environnement. Donc j'invite les chefs d'entreprise de pouvoir vraiment y être là à la prochaine édition. Et c'est avec le sentiment du devoir accompli que Vivendi Consulting Salle va prendre congé des participants à la 14e édition de son traditionnel Business Forum International. Les laboratoires Biopharma célèbrent l'excellence scolaire à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Reportage. Pour l'année scolaire qui s'achève, les laboratoires Biopharma, comme à leur habitude, récompensent les meilleurs élèves et enseignants des établissements de la ville de Bafoussam. Dans le round-up de ces écoles et collèges, de nombreux cadeaux en nature et espèces sonnantes et trébuchantes. Point de départ de la caravane de distribution des lots, l'école maternelle Les Oiselets au quartier Kankop. Dans cet accompagnement des bouts de choux dans leur fête de départ en vacances, d'innombrables produits Biopharma, lait de toilette et produits de beauté. Je dis merci à Biopharma. La prestance m'a quand même surprise. Je suis contente de la façon de faire, de leurs initiatives. Ici, 2 meilleurs enseignants sont gratifiés d'une somme de 25 000 pour leur dévouement remarqué à l'encadrement des tout-petits. Mes enfants utilisent Biopharma, moi également. Biopharma fait du bon travail. Je suis tellement émue que les mots me manquent. Je dis merci à Biopharma et je continuerai de travailler plus. Deuxième arrêt de la caravane de l'excellence scolaire, l'école maternelle Le Baobab à la sortie est de la ville. Même ambiance, dans un même décor de distribution des cadeaux aux élèves et enseignants de cette école. Des produits de beauté Biopharma pour tous et une prime de 25 000 aux meilleurs enseignants. Biopharma, merci beaucoup et continuez à encourager le mérite. Biopharma, nous sommes en haut, nous vous aimons, nous allons continuer à acheter vos produits sont les meilleurs. Nous sommes très heureux de constater que Biopharma a soutenu l'école internationale Les Baobab où ma fille est scolarisée. Félicitations, bravo à Biopharma. Nous remercions les laboratoires Biopharma pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Ils ont remis plein de dons à tous les enfants. Au pas de course, l'équipe des laboratoires Biopharma, les bras chargés, est à l'école maternelle de la CNPS pour un même rituel de partage des cadeaux aux élèves et enseignants. Un grand merci au laboratoire Biopharma.
Apprenons nos leçons pour être primés par le laboratoire Biopharma. Merci Biopharma pour tous ces produits de beauté. Je remercie beaucoup Biopharma pour ses encouragements et j'espère que l'année prochaine, je vais redoubler d'ardeur pour mériter encore plus. Après les écoles maternelles qui ont reçu des centaines de lots et 75 000 francs de primes aux enseignants, le secondaire accueille la caravane Excellence scolaire et Biopharma. Au collège missionnaire Saint-Thomas d'Aquin, la cérémonie a un cachet particulier avec la présence de Miss Biopharma 2017, venue encourager les élèves à persévérer dans l'effort, dans leur quête d'excellence. Ayant un cœur dans mon projet social et éducation, je suis là pour valoriser cette initiative des laboratoires Biopharma qui encourage le meilleur et tire aussi ceux qui n'ont pas pu être récompensés. Alors, vive l'excellence scolaire avec des laboratoires Biopharma. La mascotte des laboratoires Biopharma remet des lots aux 3 meilleurs élèves du premier et second cycle. Lorsque Biopharma encourage les enfants, ça nous fait vraiment chaud au cœur. De tous ces lauréats, le meilleur élève de tout le collège Saint-Thomas reçoit une prime spéciale. En se séparant des élèves et personnels enseignants de chaque établissement, les laboratoires Biopharma et ses partenaires éducatifs se donnent rendez-vous à la prochaine année scolaire 2017-2018. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision pour suivre Actu Santé. Et juste après 237, le débat qui évoque le rapport tumultueux entre l'Église catholique et le pouvoir politique au Cameroun. Merci de rester sur Equinox Télévision. Qu'il espérait de lui et qu'il n'a jamais eu. Revenant sur sa fuite, il a expliqué avoir passé plus de 3 mois dans la brousse et a ajouté que ceux qui ont exprimé le désir de l'interpeller peuvent maintenant le faire, puisqu'il est de retour. I am back to continue the struggle for the people of West Cameroon that we started. Nothing stops us, and I believe that any country that has to build its future must know its past. And the past is that we were 2 different peoples who came together, and if our brothers of East Cameroon choose to enslave us, we have a right to say no. It is a right, it's not even something we are begging for. So we are simply saying no, it cannot go on. Somebody has to stand up and say no to this. So I'm back to continue from where I stopped. En fin de compte, Joseph Wirba a expliqué qu'il est revenu pour être avec les siens afin de poursuivre le combat pour la dignité des anglophones au Cameroun. Il a balayé la question d'une arrestation en faisant remarquer que si c'est le prix à payer, il faudrait bien y passer. C'est en janvier dernier que Joseph Wirba avait choisi le chemin de la clandestinité au moment où la vague d'arrestations s'était abattue sur le consortium après l'échec des négociations entre celui-ci et le gouvernement. Restons à l'Assemblée nationale où la Commission de défense nationale et de sécurité a examiné un projet de loi portant répression des infractions relatives à la sûreté de l'aviation civile, un projet de loi qui permettra au Cameroun de renforcer son arsenal juridique. Reportage, Marcelin Gansop. C'est un projet de loi qui pèse juste 18 articles, mais qui réprime sévèrement les atteintes à la sûreté de l'aviation civile. Des atteintes qui prennent la forme des menaces à la sécurité des personnes et des biens. Ainsi, est puni par exemple de la peine de mort celui qui utilise ou tente d'utiliser un aéronef en service afin de causer la mort des personnes au sol ou en vol. L'emprisonnement à vie est requis pour quiconque capture ou tente de capturer illicitement un aéronef au sol ou en vol. Celui qui endommage ou tente d'endommager, même partiellement, un aéronef en service, un aérodrome ou une installation de navigation aérienne. La même peine est appliquée contre celui qui fait une prise d'otage ou tente de prendre autrui en otage à bord d'un aéronef ou sur un aérodrome. La loi en examen au Parlement s'attaque également à celui qui, se trouvant dans un aéroport, abandonne un bagage avec ou sans étiquette d'enregistrement. Celui qui, après avoir fait enregistrer un bagage à la soute, l'introduit sans autorisation à l'intérieur de l'aéronef. Ou encore,
celui qui refuse de récupérer un bagage lui appartenant sans motif. Les membres de l'équipage des aéronefs ne sont également pas à l'abri des poursuites. Ainsi, celui qui refuse de soumettre son appareil au contrôle de sûreté encourt jusqu'à 10 ans de prison. L'article 16 de la loi en examen précise que l'action publique ainsi que les peines prononcées à l'encontre des coupables d'infractions sont imprescriptibles. Avec ce projet de loi, le Cameroun renforce son arsenal juridique dans l'environnement actuel, marqué de plus en plus par des actes de criminalité portant atteinte à la sûreté de l'aviation civile. Certes, le Cameroun n'est pas principalement une victime, mais prévenir vaut mieux que guérir. Pourquoi la croissance économique demeure faible et peu inclusive au Cameroun? Des analystes financiers et experts en développement pointent du doigt le manque de rigueur dans la sélection des projets structurants. Ils critiquent la conduite approximative des 10 projets qui n'ont pas d'impact réel sur le quotidien des populations. Un diagnostic établi lors d'une conférence qui s'est tenue à Yaoundé. Joël Essengue et Aïk Cyril. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des attentats suicides se multiplient à l'extrême nord du Cameroun en plein mois du jeûne du Ramadan. 6 personnes ont été arrachées à la vie ce soir alors qu'elles s'apprêtaient à rompre le jeûne du Ramadan. Un attentat suicide perpétré non loin de la résidence du vice-premier ministre Amadou Ali à Kolofata. Pendant ce temps, ça chauffe dans les chaumières. L'Assemblée nationale est en pleine ébullition depuis ce matin après le retour du virulent député Joseph Wirba. Ses critiques acerbes à l'encontre du gouvernement et ses missives verbales ont suscité un tollé de réactions à la chambre basse du Parlement. Les champions d'Afrique peuvent-ils rebondir durant la Coupe des Confédérations Russie 2017? À la veille du match contre l'Australie, l'entraîneur des Lions indomptables reconnaît que le niveau de cette compétition est supérieur à celui de la CAN. Cependant, Hugo Bross et ses poulains promettent d'éviter le ridicule. Il s'exprime au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, l'escale internationale, le procureur de la Cour pénale internationale et ses collaborateurs sont déjà dans les murs du Gabon pour mener des enquêtes sur des crimes commis durant les violences post-électorales au Gabon. Une descente qui fait suite à 2 plaintes déposées par les 2 camps, Mbongo et Ping, à la suite et au lendemain des élections présidentielles. Reportage Éric Martial Ndiomo. Se faire une meilleure idée de la situation, voilà l'objectif de la mission des 3 analystes de la Cour pénale internationale au Gabon. Les camps Ali Bongo, Dimba et Jean Ping s'accusent mutuellement de crimes contre l'humanité et de génocide dans la crise post-électorale de septembre 2016 qui avait fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Le camp présidentiel avait en premier déposé sa plainte auprès de la Cour pénale internationale au lendemain des violences, accablant Jean Ping et les siens d'avoir monté des plans pour attiser la haine et provoquer les violences. Plus encore, dans sa plainte, le camp Ali Bongo Dimba avait évoqué des armes découvertes au quartier général de campagne de Jean Ping. Le vainqueur de la dernière présidentielle gabonaise avait ajouté au dossier certaines déclarations incendiaires de Jean Ping, notamment celle dans laquelle il a fait savoir durant la campagne électorale qu'aller à la guerre est une expédition pour se débarrasser des cafards. Jean Ping, quant à lui, avait déposé sa plainte près de 3 mois après le scrutin. Le contenu est resté jusqu'ici confidentiel, mais certaines indiscrétions font savoir qu'elle contient des éléments accablants contre le régime de Libreville. Jusqu'au 22 juin, les 3 analystes de la CPI collecteront des éléments dans le cadre de cet examen préliminaire. Je vous le disais en titre, le virulent député SDF Joseph Wirba vient de faire sa réapparition à l'Assemblée nationale. Introuvable depuis 6 mois, l'un des acteurs de la crise anglophone est monté au créneau pour lancer des missives verbales à l'encontre du gouvernement. Ces critiques acerbes contre les pouvoirs publics ont suscité un tollé de réactions chez le président de l'Assemblée nationale.
Nos reporters Joël Essenge et Guy Zogo n'ont rien manqué de cet affrontement verbal à l'Assemblée nationale. Reportage. C'est la vedette du jour à l'Assemblée nationale, Joseph Wirba, le député SDF d'Umboui dans le nord-ouest, qui avait disparu de la circulation depuis 6 mois, a totalement éclipsé l'examen du projet de loi relatif à la réorganisation du Conseil économique et social. Wirba is back, a-t-il lancé à l'hémicycle une fois au pupitre lorsqu'il a pris la parole, après avoir suivi les débats avec une moue dubitative. Plutôt amer, il s'est adressé à Kavaï et Djibril au sujet de la protection. Yassin Kolbon a été victime d'un cas de braquage, pas de malfrats au nombre de 4, au cours de laquelle ils ont emporté bon nombre d'objets. Aussitôt saisis, nous avons lancé des opérations de recherche et dans la nuit de vendredi à samedi, nous avons pu interpeller les 3 premiers membres du gang. L'exploitation permettra aussi entre samedi et hier mardi, dans la nuit, d'interpeller tous les receveurs. Vous venez de suivre le commandant Patrice Loa de la compagnie de gendarmerie de Ndokbong dans le 5e arrondissement de Douala. Tous les Camerounais n'ont pas le cœur à la fête de la musique. Des critiques d'art dénoncent la prolifération des chansons et clips vidéo obscènes et perverses au Cameroun. Des puristes appellent les pouvoirs publics, mais aussi les artistes musiciens, à faire un sursaut qualitatif dans les textes et les messages véhiculés dans les différentes chansons. Mais des mélomanes estiment que cela reflète le vrai visage de la société camerounaise. Farel Bounia et Julingue Nyondé. Le recours à la censure dans le secteur de l'industrie musicale, plus que jamais souhaité par les critiques d'art au Cameroun. Ces derniers s'offusquent contre les textes obscènes, clips tendancieux, devenus une identité remarquable pour bon nombre d'artistes camerounais. Le 21 juin, consacré à la célébration de la fête de la musique, les critiques d'art durcissent le ton. Ces derniers affirment qu'il est temps que l'État prenne les choses en main pour toiletter les contenus musicaux. L'État peut prendre d'autres mesures. La première mesure, à mon avis, c'est de dire, par exemple, que, écoutez, on ne veut plus des musiques dont les textes ne répondent pas à la morale générale. Alors il faut passer à la censure, c'est-à-dire qu'en fait, une société qui ne punit pas va avoir toujours des problèmes. Donc il faut des sanctions. Malheureusement, rien n'est fait pour permettre à ce que cette dérive s'arrête. Conscient que l'État à lui seul ne saurait mener ce combat sans le soutien de la communauté, les critiques d'art précisent que même dans les familles, la pratique des bonnes mœurs et une sensibilisation sur la morale permettraient de limiter les déviances observées. Que l'école continue à faire son travail. Quand je dis l'école, c'est-à-dire au niveau de nos lycées et collèges, que les fêtes de fin d'année ne soient pas seulement des occasions où les parents laissent que les maîtresses donnent des exemples de coups de rein qu'on voit à la télé. Il faut aussi que les parents fassent leur travail. La bonne musique répond à plusieurs critères, précisent les experts d'art musical. La bonne musique, c'est une musique qui peut répondre à plusieurs critères. Un beau texte. Et un beau texte, que vous le vouliez ou pas, apporte toujours de beaux sons. Le deuxième critère, c'est au niveau de la manière dont les mélodies sont composées. Ce genre d'artiste qui provoque et qui, à tout prix, veut se faire voir, n'a pas quelque chose dans sa besace. Et vous allez voir que c'est des carrières qui sont écourtées. Des observations qui, à la faveur de la fête de la musique, donnent à réfléchir sur les contenus de nos productions artistiques. Un temple de Dieu assiégé de toutes parts. Ce mardi matin, un esprit de révolte et de rébellion a animé des contestataires venus perturber la pastorale évangélique à la paroisse du Centenaire à Douala. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre et autorités administratives pour calmer ces démons de la division qui persistent au sein de l'église évangélique du Cameroun. Farel Bounia et Donald Brice, Kamgan.
Un vibrant appel au rassemblement en ces moments de crise. C'est la signification du choix de la paroisse du centenaire. Fruit de son passage au Sénat, le droit parlementaire au Cameroun. Il en résulte que le droit parlementaire au Cameroun est un droit normal et même libéral, selon Pierre Flambon-Gayap. Sénateur nommé, Pierre Flambon-Gayap ne dit pas avec exactitude s'il en a fini avec cette institution après ce mandat. Il n'est donc pas exclu de le voir rempilé prochainement. Des attentats suicides qui se multiplient à l'extrême nord en plein mois du jeûne du Ramadan. 6 personnes ont été arrachées à la vie à la suite d'un attentat suicide perpétré en début de soirée, non loin de la résidence du vice-premier ministre Amadou Ali à Kolofata. Nous y reviendrons. Une autre découverte macabre qui défraie la chronique, cette fois-ci dans l'arrondissement de Loum. Le corps d'une femme chassée de son foyer conjugal a été retrouvé justement inerte après un week-end de pluie diluvienne. Des spéculations vont bon train sur les circonstances du décès de cette femme. Reportage Jacques Molon et Julienne Berthe-Bissaye. Après les pluies diluviennes qui se sont abattues le week-end dernier sur la ville de Loum, le corps d'une femme toute nue a été retrouvé par les populations. Maman du quartier prénommée Agathe, avec qui on a passé plus d'une vingtaine d'années. Hier, autour de 17 h, elle nous a traversé au niveau de notre petit carrefour et elle allait vers la mairie. Au niveau de la mairie se trouvent les caniveaux. Elle a choisi délibérément un moment d'ancrer dans ces caniveaux pour se reposer. Il semblerait alors que les fortes pluies de la nuit auront surpris là-bas et comme le torrent part de près de 2 km pour traverser par là, ces torrents l'auront entraîné et ont conduit à la mort. Selon le voisinage, la nommée Agathe, sexagénaire, était sans domicile fixe après son expulsion de la maison que lui avait laissé son défunt mari. À l'époque, elle était chez son mari légitime. Il y a eu divorce, elle est venue trouver un autre homme. Auquel cet homme-là aussi est décédé et lui laissé dans la maison. À la longue maintenant, la famille de l'homme est venue donc vendre la maison et lui donner une partie d'argent d'aller chercher la location ailleurs et vivre. Elle s'est retrouvée dans la rue, elle n'avait plus où aller. Tous les jours, elle était assise sur la pluie, sur le soleil. Elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas de l'eau. Les autorités de Loum sont descendues sur les lieux pour élucider les circonstances troubles de ce décès. Quant à la dépouille d'Agathe, elle a été transportée à la morgue de l'hôpital de cette localité. Les fins limiers de la gendarmerie ont interpellé un gang de présumés malfrats et receleurs après une investigation et des enquêtes menées dans le 3e arrondissement de Douala. Vous le voyez en image, ils utilisaient des uniformes du BIR, pince Monseigneur, pistolet automatique, téléviseur, écran plat, plasma qui ont été saisis lors de leur interpellation. Ce sont les effets retrouvés dans la cache des malfrats qui utilisaient justement des uniformes des forces militaires au Cameroun pour pouvoir commettre le sale besogne. Mais parmi eux, l'un de ces présumés malfrats clame son innocence. Il dit avoir été interpellé alors qu'il venait à peine de revenir, d'être installé au Cameroun après un séjour passé à Dubaï. Cependant, le commandant de cette compagnie de gendarmerie évoque le fait que des receleurs se trouvent également parmi ces malfrats. Ils, bien sûr, utilisaient des subterfuges pour pouvoir agresser leurs différentes victimes. Je vous propose à présent d'écouter le commandant Lewat de la compagnie de gendarmerie de Douala. Depuis un certain temps, la zone de Douala-Bassa, dans la ville de Douala, a connu une hausse assez sérieuse des actes de grand banditisme. Certains malfrats utilisaient des tenues militaires pour perpétrer leurs sales besoins. Nous avons été saisis maintes fois. Il y a quelques jours, un citoyen dans la zone. La rencontre sur la problématique du partenariat entre les douanes et les entreprises camerounaises s'est déroulée dans le cadre de la perspective de mise en œuvre de l'accord de partenariat économique. Des entreprises qui continuent de se plaindre de la pression fiscale et douanière relative à la baisse des droits à la douane pour les produits importés d'origine européenne. Innocent Abega et Étienne Pascal Azégué.
Au terme de 2 jours de concertation entre douaniers et responsables d'entreprise sur les défis, les contraintes et les perspectives de leur partenariat, dans la mise en place de l'accord de partenariat économique, 6 axes majeurs ont été identifiés pour apporter une réponse adaptée aux enjeux de l'arrimage de l'économie du Cameroun à l'économie mondiale. Il est question pour l'instrument de mobilisation des recettes de l'État et de régulation des échanges qu'est la douane, de rationaliser les exonérations accordées en vue de la dépense fiscale. L'autre défi sera de maîtriser le calendrier tarifaire ainsi que la liste consacrant l'exclusion de 20% des produits fabriqués localement, dont l'ouverture à la PE constitue un réel danger pour les entreprises concernées. Je voudrais vous rappeler aujourd'hui qu'un certain nombre de produits que vous voyez là dehors, manufacturés, sont composés d'éléments, de pièces, d'intrants qui viennent du monde entier. Donc vous pouvez avoir une voiture, une montre qui est marquée fabriquée en France, alors que l'essentiel des pièces qui composent la montre ne viennent pas de la France. Ça appelle donc la douane camerounaise à être vigilante, parce que nous ne voulons pas, et ça répond à la question des PME, nous ne voulons pas subir une concurrence déloyale due à des gens qui essaient de profiter de l'accord alors qu'en réalité ils ne bénéficient pas. Il a été arrêté côté douane de renforcer également le contrôle sur l'origine des marchandises ainsi que la constitution d'une banque de données dédiée en vue de lutter contre la contrebande et la contrefaçon. Les accords de partenariat économique tels qu'ils existent actuellement sont surtout encore axés dans la dimension, le volet commercial, le volet développement qui englobe donc toutes ces questions d'accompagnement, notamment des PME, n'a pas encore abouti et n'est pas encore appliqué. Le seul hic de ces forums d'échange a été l'absence constatée des véritables chefs d'entreprise et même des ministres de tutelle que sont celui des finances et celui de l'économie, qui se sont tous fait représenter lors de ce forum d'échange à Douala. À 1 an de la fin de son mandat, le sénateur Pierre Flambon-Gayap se positionne déjà pour les prochaines échéances électorales. Il vient de dresser le bilan de ses activités parlementaires en évoquant les batailles menées pour l'amélioration de la gestion de la vie publique. Et ces 4 ans passés au Sénat sont teintés de zones d'ombre selon des analystes politiques. Reportage Guizogo. 4 ans au Sénat, on en tire forcément un bilan. C'est ce que vient de faire Pierre Flambon-Gayap de l'UNDP. J'ai la prétention de penser que j'ai été présent et actif pendant ce mandat sur les 3 chantiers principaux du sénateur. Je pense avoir laissé des traces. Au niveau de la législation, j'ai participé à la confection des lois en introduisant des amendements importants qui ont été pour certains retenus, alors qu'il est difficile de retenir des amendements quand le gouvernement n'est pas d'accord. Au niveau du contrôle politique du gouvernement, c'est un record d'avoir posé 80 questions en 4 ans, ce qui fait une moyenne de 20 questions par an, environ 7 questions par session. Cet exercice, qui s'est voulu original dans son déroulé, n'en comportait pas moins des risques, à l'instar de cet échange avec les journalistes, où le sénateur a paru parfois bien embarrassé sur le sort des autres membres de son parti d'origine, la Convention libérale, l'Alliance UNDP-RDPC ou encore sur l'utilité du Sénat. Entre les notes musicales suaves du groupe Makaz et les têtes couronnées du sérail camerounais, Pierre Flambon-Gayap a mis sur la table à cette occasion un ouvrage